Bonjour et bienvenue dans Mémorable, le podcast qui raconte les histoires d'objets extraordinaires. Je suis Colline Laurent et pour ce premier épisode, je reçois Salomé Dudemaine, historienne de la mode. Petite fille, elle voulait être archéologue, puis historienne de l'art. Aujourd'hui, elle se définit comme une archéologue du vêtement et elle vient de lancer Griffé, une revue qui décrypte les étiquettes des vêtements pour raconter une autre histoire de la mode. Bonjour Salomé. Bonjour. Merci d'être avec nous pour ce tout premier épisode du podcast. On s'est rencontrés il y a quelques semaines lors de la soirée de lancement des précommandes de Griffé. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce qu'est Griffé ? Je suis, comme tu l'as dit, historienne de la mode. J'ai fait des études d'histoire de l'art et depuis 4 ans maintenant, je travaille à mon compte comme consultante auprès des archives des maisons de luxe pour les assister dans la conservation et la valorisation de leur patrimoine. Donc ça consiste à collecter tout type de documents qui ont été produits par la maison au fil de son histoire et puis de les mettre à disposition des différents services de la maison pour créer du lien entre le passé et le présent. Et ce qui est plus ou moins, on va dire, mon approche de manière générale en tant qu'historienne de la mode dans les différents projets sur lesquels je travaille. Griffé, c'est une revue que j'ai lancée en collaboration avec Julien Sanders, qui est expert en mode vintage, et qui est une revue dédiée à l'étiquette dans les vêtements de mode, et qui, en fait, prend l'étiquette comme objet d'étude pour en faire une porte d'entrée vers des nouveaux récits un peu cachés de l'industrie de la mode. Je vais te poser une question ouverte, tu réponds comme tu veux. Selon toi, qu'est-ce qui rend un objet mémorable ? Ce que moi je défends de manière générale, une des valeurs que je donne à un objet et donc à un vêtement, c'est évidemment la valeur de l'histoire. Et ça, potentiellement, je peux aussi en parler à titre personnel et c'est mon attrait pour notamment le vintage. C'est l'idée d'avoir des vêtements qui ont du vécu ou qui potentiellement sont le reflet d'une période historique bien précise. Et c'est aussi la façon dont moi j'ai de collecter des vêtements pour moi et aussi d'inciter les gens autour de moi à consommer du vintage, de la seconde main, parce que je pense qu'au-delà de la valeur économique et écologique ou sociale qu'on peut mettre dans un vêtement de seconde main, je pense que la valeur historique, elle a aussi beaucoup d'importance. Derrière, il y a aussi évidemment la valeur affective et je pense qu'on a 1 milliard La liste, elle pourrait ne pas finir sur les différentes valeurs affectives qu'on peut donner à un objet, mais je pense qu'il n'y a pas nécessairement besoin qu'elle raconte l'histoire avec un grand H pour qu'on ait envie de garder un objet, en fait, et de raconter son histoire. Et d'ailleurs, c'est aussi une approche qu'on peut avoir dans certaines institutions culturelles, de vouloir raconter pas forcément les grands récits, mais les petits, des récits plus sociaux qui se cachent derrière un objet de musée, en fait. Donc toi, à titre personnel, tout à l'heure, tu as utilisé le terme « collecter des vêtements ». Est-ce que tu es une collectionneuse de vêtements ? Non officielle. Pas au sens... Il n'y a pas de valeur économique, plus ou moins, derrière la façon que j'ai de vouloir collecter les vêtements, mais c'est plutôt... essayer d'avoir une garde-robe, parce que c'est des vêtements que je vais utiliser. En fait, c'est pas une collection qui est vouée à être sur les portants d'une réserve de musée ou plus ou moins sur les étagères ou ma cheminée ou je sais pas quoi. C'est des choses que je vais utiliser. Je trouve que ça n'a pas trop d'utilité chez moi de garder des vêtements pour pas les utiliser parce que je le fais à titre professionnel le reste du temps. En revanche, ce que j'aime, c'est pouvoir collecter. Quand je prends un vêtement le matin, me dire que je me souviens d'où est-ce que je l'ai acheté, de l'histoire qu'on m'a racontée quand je l'ai récupéré. Parfois, d'ailleurs, pas forcément acheté. Souvent, on me donne des vêtements parce qu'on sait que ça m'intéresse. Donc, on me dit, tiens, il y a ma grand-mère qui avait ce truc, et est-ce que ça t'intéresse ? Ou je sais pas quoi. Souvent, on me donne des choses sans que j'ai besoin d'aller les chercher. Et c'est aussi ce qui fait que j'ai envie de les prendre, en fait. C'est que je sais à qui ça appartenait avant, ou que potentiellement, comme la robe que j'ai mise aujourd'hui, qui est donc une robe que j'ai achetée très récemment dans une boutique de Marseille qui s'appelle Sepia Swing Club. Et en fait, la personne qui tient cette fripe, Marion, elle met toujours des indications sur les étiquettes de prix, sur l'origine des vêtements. Elle essaie de donner une datation et parfois même des petits trucs en plus. Par exemple, si elle sait quelle était l'utilité du vêtement à l'époque. Et en l'occurrence, ça, c'était une robe de cheerleader des années 50 ou 60, je sais pas trop. Et c'est ce qui a fait que... Déjà, j'aimais le design, mais en plus, l'idée de la cheerleader, je trouvais ça génial, puisque je me suis dit que j'allais sortir ce vêtement de son contexte. Et du coup, cette robe, elle est rouge, elle est dans quelle matière ?
C'est une maille. Je pense que c'est un mélange entre de la laine et un matériau plus synthétique, parce que dans les années 50-60, on commence à avoir du synthétique dans les vêtements et on aime tellement ça qu'on le mélange un peu avec tout et n'importe quoi. Et parce qu'en plus, c'est plus facile à nettoyer et à entretenir. Et ça coûte moins cher à la production. Et donc, c'est une robe en maille avec une espèce de... C'est une maille un peu bouclée. Donc, elle a beaucoup de... de texture. Ouais, de texture, exactement. Et donc, c'est de la maille parce que c'est un vêtement sportif. Et en fait, la maille, c'est pratique pour ça parce que c'est un vêtement stretch, avant qu'on invente le stretch et le lycra, etc. Et en plus de ça, elle a une espèce de petite poche sur la poitrine à droite avec les initiales G et A. Et donc, ça laisse ouvert toutes les possibilités d'interprétation. Est-ce que c'était les initiales de l'équipe? Est-ce que c'était les initiales de la personne qui la portait? Tout est possible. Ce qui fait que j'aime beaucoup ma garde-robe, c'est que c'est plein de pièces que je décontextualise et c'est avec lesquelles je peux jouer et composer et recréer des récits un peu hybrides quand je m'habille en me disant tiens, j'adore l'idée de mettre ce pantalon des années 70 avec cette blouse des années 90 qui viennent de deux univers complètement différents et qui ensemble vont créer un espèce de nouveau récit en fait. Tu prends des personnages qui appartiennent à des époques différentes et tu les fais vivre une nouvelle histoire. Oui. Ou la grand-mère de mon amie Kémaïs qui m'a offert tel trench avec la mère de ma belle-mère qui est décédée il y a 2 ans et dont c'était important pour ma belle-mère de me transmettre des vêtements parce qu'elle savait que moi, j'allais donner de l'importance. Et donc, je fais cohabiter un peu ces deux mères, ces deux grand-mères, l'une avec l'autre. Je trouve ça hyper touchant, en fait. Salomé, tu as vécu à Venise, à New York, à Glasgow. D'où tu viens et où est-ce que tu te sens chez toi? Alors, j'ai grandi en banlieue parisienne, dans le nord-est, dans le 93, où habite encore ma mère aujourd'hui. On est là pour parler d'objets et finalement, c'est quelque chose de non tangible qui fait que je me sens chez moi. C'est les odeurs. Je sais que je suis rentrée chez ma mère quand je sens... déjà, quand je suis dans la rue et que je sens l'odeur de la ville de ma mère. C'est une ville de banlieue avec beaucoup de jardins. Donc, il y a l'odeur des jardins. Donc, je sais déjà que j'arrive... Souvent, il y a les odeurs soit de cheminée en hiver, soit de barbecue en été. Et c'est des odeurs qu'on n'a pas dans Paris, qu'on n'a pas dans les villes où je vis le reste du temps. Donc, je me déshabitue à ces odeurs. Donc, elles sont hyper poignantes quand je les retrouve. Et au-delà de ça, quand j'ouvre la porte de ma maison, ça sent chez ma mère, ça sent chez elle. En plus, dans l'entrée, il y a ses manteaux, il y a ses foulards, il y a son parfum. La salle de bain est juste dans l'entrée où elle se parfume aussi. Enfin, ça sent chez ma mère, en fait. Et c'est là que je pense que c'est aussi c'est ce rapport très olfactif qui me sentir chez moi. Je t'ai proposé de venir avec des objets qui représentent quelque chose pour toi. On les a disposés devant nous, là, ils sont sous nos yeux. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est? Parce que visuellement, c'est pas forcément évident. Et puis pour les gens qui vont nous écouter, de les décrire un petit peu. C'est un peu des petits objets sans conséquence. Il y en a surtout un qui est une espèce de... C'est vraiment ce qu'on appelle des broutilles. Il y en a un, c'est un briquet fantaisie bleu en forme de cœur, avec un deuxième petit cœur rouge et un ange dessus qui tient encore un cœur rouge. Et le truc pour actionner, c'est un cœur aussi. C'est une kitscherie. J'ai eu très peur que le micro s'enflamme quand tu... Ouais, il fonctionne plus. C'est pour ça que je me suis permis de l'actionner pour faire un peu d'ASMR. Et donc, en fait, ce briquet, c'est juste un truc que j'ai volé à une soirée où je me suis auto-invitée. Donc, j'ai volé la soirée, j'ai volé un objet dans la soirée que j'ai volé. Et je sais pas pourquoi, c'est des petits objets rigolos comme ça que j'ai envie d'accumuler et que je garde. Ils n'ont pas forcément de récit très important à raconter. En plus, je l'ai volé, donc j'ai pas demandé à la personne quelle était l'importance de cet objet. Potentiellement, c'était un souvenir de famille hyper précieux. Potentiellement, il y a une histoire de dingue à raconter et je la connaîtrai jamais parce que je me suis même pas donné la possibilité de poser la question. Et donc, je suis partie avec. Et il y a eu une période de ma vie où beaucoup de fois, je partais avec un totem. En fait, je pense qu'on peut appeler ça des totems. Et je les accumulais beaucoup dans ma chambre d'ado. Et je pense que c'était le fait d'aller chez les autres
Et je pense que c'est aussi là que vient ma vocation, c'est aller chez les autres, voir les objets et comprendre la personnalité de quelqu'un via ce qu'il accumule. Et aussi cette espèce de voyeurisme, d'essayer de comprendre l'histoire familiale. Et donc souvent, j'aimais bien ramener un petit souvenir de ces suppositions que je me suis faites, surtout quand c'était dans des maisons qui ressemblaient pas du tout à celle dans laquelle j'ai grandi. Ça me stimulait beaucoup mon imaginaire, parce que je me disais, tiens, ils vivent pas du tout comme moi, ces gens. Ils ont pas du tout les mêmes objets que moi chez eux, en fait. C'est trop bizarre de mettre des petites figurines chinoises dans des toilettes. J'ai ramené une petite figurine chinoise chez moi un jour. Ouais. Donc c'est un peu ces objets sans conséquence qui sont juste des choses qu'on a envie de collecter. C'est peut-être le seul truc que je collectionne, en fait, pour de vrai. Et t'as une régularité dans la fréquence à laquelle tu rapportes ces totems ou J'ai arrêté de voler chez les gens. Okay. J'ai arrêté de voler. Après, les totems, je pense que c'est un peu l'équivalent de quand on garde aussi une place de cinéma. C'est juste un bout de papier pas très beau et on les accumule dans une boîte. J'ai une boîte où j'accumule ces trucs-là aussi. C'est les objets qui n'ont qu'une valeur monétaire, en fait, ou même dans la technique. Ça, c'est juste une petite boîte en métal qui appartenait à mon arrière-grand-mère. Et dessus, il y a un petit zèbre. Et j'en ai une autre où il y a un petit tigre. Et c'est des boîtes à pilules, en fait. Quand mon arrière-grand-mère est morte, ma grand-mère, qui sait que je m'intéresse aux vêtements, s'est dit, tiens, toutes ces boîtes de trucs de couture ou de broderie, du matériel, des fils, des aiguilles, des échantillons de vieux linge, de dentelle, des choses comme ça, elle s'est dit, je vais les donner à Salomé. Bon, je coupe pas forcément beaucoup, donc j'avais pas beaucoup d'utilité de ces choses-là, mais c'était dans des belles boîtes anciennes, et parmi elles, il y avait donc ces 2 petites boîtes dans lesquelles il y avait rien. Et j'avais presque plus envie de posséder les 2 mini-boîtes qui étaient dans les grandes boîtes que le reste. Et dans les grandes boîtes, il y avait des très beaux objets, en fait, mais je sais pas trop forcément quoi en faire, mais juste, il se trouve qu'on me les a confiés, donc je me dis, je dois les garder. Est-ce qu'il y a d'autres objets qu'on t'a confiés et que tu te sens le devoir de garder ? Oui, on m'en confie beaucoup. Comme ma profession, c'est d'être historienne, mais en plus d'être conservatrice, je pense que les gens de ma famille et mes proches, de manière générale, se disent, déjà, ça l'intéresse. Et en plus de ça, c'est vrai que dans les conversations, comme je vais poser des questions sur l'histoire ou des souvenirs ou ce genre de choses, ou sur des objets en l'occurrence, ils se disent que je suis certainement la bonne personne à qui confier les objets. Donc, pour eux, il y a une véritable valeur. Elle peut être très diverse, souvent sentimentale, historique, souvenir. Et comme eux, ils ont envie de s'en débarrasser d'une certaine façon, je ne sais pas pourquoi, pour un déménagement, parce qu'ils font le tri, parce que ça y est, eux, ils l'ont conservé pendant 20 ans en se disant que ça avait une valeur, mais qu'ils ne l'utilisaient plus, et que maintenant, ils ont envie de se dire, j'arrête de le garder, mais j'ai pas envie de le jeter, tiens, je vais le donner à Salomé. Et donc, c'est comme d'une certaine façon, comme si chez moi, c'était le musée des souvenirs des autres, parce que les gens se disent, elle sera capable de comprendre la valeur que ça a, d'une part, et en plus de ça, elle saura le conserver correctement, parce que c'est son métier. et il se trouve que, par exemple, un des objets que j'ai qui a peut-être le plus de valeur pour moi, c'est un espèce de paquet que mon père m'a transmis il y a peut-être 4-5 ans. Quand il a déménagé, il est parti de Paris pour s'installer en Alsace. Il a certainement fait beaucoup de tri à ce moment-là. Et notamment, je pense aussi, le tri dans ses souvenirs, dans sa vie, parce que c'était un nouveau départ de partir en Alsace pour lui. Et donc, à ce moment-là, il m'a confié un paquet dans lequel il y avait une 50aine de lettres que ma mère et lui échangeaient quand ils se sont rencontrés quand ils avaient 19 ans. Et pendant 3 ans, ils ont eu une relation à distance, donc une relation épistolaire, parce qu'on est dans les années 80-90. Et donc, ce sont les lettres que ma mère a envoyées à mon père, puisque c'est celles que mon père possède. Et donc, certainement, ma mère a celle de mon père quelque part. Et donc, il y a donc ces lettres qui signent le début de la relation de mes parents. Il y a une enveloppe avec plein de photos de couple, avec écrit sur l'enveloppe « nous ». Donc, c'est soit des photos de mon père, soit des photos de ma mère, soit des photos de mon père et ma mère ensemble. Et des souvenirs de jeunesse. Ils ont entre 20 et 30. Et il m'a aussi confié, à l'intérieur de ce paquet, ces alliances
de fiançailles et de mariage, parce que du coup, mes parents sont divorcés. Et c'était très touchant parce que c'était aussi me confier une partie de mon histoire, parce que c'est ce début de relation, ce mariage, cette union qui ont fait que j'existe. Et en même temps, c'était... c'est aussi très intime, parce que c'est les lettres qui s'envoyaient, c'est leurs alliances, c'est leur couple qui me confie, et c'est un peu particulier, parce que je sais pas à quel point je peux lire ces lettres ou non. Est-ce que déjà j'en ai envie, parce que c'est vrai que c'est ma mère, c'est ma mère très jeune qui écrit. J'avais plus ou moins l'âge de ma mère, je pense, quand il m'a confié ces lettres, et je n'étais pas sûre de savoir si j'avais envie de voir ma mère amoureuse à cet âge-là, de projeter cette personne que finalement je n'ai jamais connue, parce que je pense qu'on ne connaît jamais nos parents quand ils étaient jeunes. Et donc j'ai quand même ce paquet chez moi, et je le garde parce que je trouve qu'il est hyper important. Et voilà, il est juste dans une boîte. Il existe dans mon appartement. Et un jour, ce sera le moment de se plonger dedans pour quelqu'un, pas forcément toi. Ouais, potentiellement. Potentiellement, peut-être mes enfants, s'ils veulent savoir comment papy et mamie se sont rencontrés. C'est une belle projection dans le futur. Est-ce qu'il y en a d'autres, des objets qui ont du sens pour toi? Par exemple, un objet que tu es fière d'avoir trouvé ou chiné? Un objet que j'ai chiné il y a peu. Je pense que c'est un bien grand mot de dire chiner, parce que j'étais juste là au bon moment, au bon endroit, et la personne qui a fait tout le travail du chinage, c'est mon collègue surgriffé qui s'appelle Julien Sanders, et qui donc possède un showroom de vêtements vintage dans Paris. Et donc on travaillait chez lui, et il se trouve qu'il était en train de prendre en photo des vêtements qu'il avait achetés à une vente aux enchères, et qui étaient en fait des vêtements qui appartenaient à Gisèle Halimi, qui est donc une avocate très connue de la seconde moitié du XXe siècle, qui est d'origine tunisienne, si je ne me trompe pas, et qui a été très engagée dans les droits des résistants face à la décolonisation du nord de l'Afrique. Et petit à petit, elle en est venue à beaucoup se spécialiser dans la défense des droits des femmes, essayer de redonner un nom à ce qu'est l'agression, à ce que sont les agressions sexuelles faites aux femmes. Et donc, elle a fait énormément avancer la cause des femmes dans le droit français. Et donc, c'est une personnalité qui, déjà, en termes de féminisme, pour moi, est très importante. Et au-delà de ça, donc j'étais très fière de pouvoir me dire que j'arborais un de ses vêtements. Mais il se trouve qu'au-delà de ça, ça avait une valeur un peu sentimentale pour moi, parce que ma mère est avocate aussi. Et il y avait un peu ces doubles modèles féminins qui se sont croisés un peu entre la figure de Gisèle et la figure de ma mère, qui est aussi un modèle féminin très important pour moi, de force féminine, de quelqu'un qui va jusqu'au bout de ses plans, de ses envies, qui s'affirme. Et donc, c'était aussi un peu un geste que je faisais pour elle, de lui dire regarde, j'ai la veste de Gisèle. C'est un hommage aussi à toi, à ta profession de foi aussi, en tant qu'avocate. Et au-delà de ça, c'est une veste que je trouve importante du point de vue historique, parce que c'est une veste qui a été réalisée par Saint-Laurent. C'est Saint-Laurent Rive Gauche, donc c'est pas de la haute couture, c'est du prêt-à-porter, mais c'est du prêt-à-porter luxe. Et c'est une maison de prêt-à-porter qui a eu un véritable impact sur la mode au milieu, à la fin des années 60. Et donc, je suis très contente de me dire que moi, je possède une pièce qui raconte cette histoire-là aussi. Enfin bon, elle est pleine de sens, cette pièce. Donc, je suis très contente d'avoir pu mettre la main dessus avant que Julien les mette en vente dans son showroom. En fait, ça a été vendu dans une vente vraiment spéciale, dédiée seulement à ces 4 ou 5 pièces qu'il avait. Et c'est justement parti très, très vite, parce que je pense que les gens achetaient aussi parce que Gisèle, l'image de Gisèle imprégnée dans ses vêtements, en fait. Mm. Et je pense que je ne suis pas la seule personne pour qui ça fait beaucoup de sens. C'est sûr. Et du coup, ça me permet de faire le lien avec Griffé et ta collaboration avec Julien. Est-ce que tu peux nous dire qui est Julien et comment vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés il y a 2 ans, en février 2020, à l'occasion d'une conférence qui traitait de vintage, et où il expliquait notamment
sa façon de travailler en fait en tant que revendeur de vintage. Donc il chine des pièces pour les revendre notamment à des particuliers comme moi qui lui achète la veste de Gisèle, mais aussi pour il travaille beaucoup pour les stylistes qui travaillent dans les maisons de mode. On a tous les deux mentionné le fait que dans nos métiers respectifs, l'étiquette, la griffe était un vrai support de datation et aussi d'authentification. Et qu'on y avait recours à peu près tous les jours. Et donc, à la fin de la conférence, Julien me dit, mais en fait, il se trouve que moi, j'ai un projet autour de l'étiquette et je cherche quelqu'un pour me compléter sur ce projet. On en a discuté autour d'un café. Et donc, il m'a expliqué son idée. En fait, il avait à ce moment-là envie de créer un dictionnaire pour répertorier l'évolution des étiquettes pour chaque maison de mode. Donc chez Saint-Laurent, par exemple, de la création de la maison à aujourd'hui, toutes les différentes étiquettes qui ont été éditées, leur donner une datation pour permettre aux gens, aux professionnels comme nous, de dater facilement leurs vêtements et de ne pas avoir besoin de faire ces recherches parce qu'on les aurait fait pour eux. Donc on est parti là-dessus. Avec comme ambition de faire ça pour toutes les maisons de mode ? C'était quoi la limite ? C'était nos limites. Et c'est ce qui fait que le projet a beaucoup évolué depuis parce que c'était un projet titanesque. Et potentiellement, à nos 70 ans, on serait encore en train d'essayer de réunir ne serait-ce que la moitié des noms de maisons de mode qu'on s'était mis sur la liste. Donc, on a juste commencé à travailler. Ce qui était intéressant, c'est que on n'a pas attendu de savoir exactement ce qu'on allait faire pour commencer à faire. Et je pense qu'on a bien fait parce que c'est ce qui nous a permis de comprendre ce qu'on avait envie de faire. Et donc, il se trouve qu'on a commencé à collaborer avec les archives de différentes maisons qui ont bien voulu nous accueillir pour commencer cette collecte pour le dictionnaire. Donc, on regardait pièce après pièce, des dizaines de milliers de pièces dans les archives de maisons. Et en regardant ces pièces, on a commencé à se poser plein de questions de manière juste curieuse et naturelle, pas forcément pour les utiliser dans le dictionnaire. D'ailleurs, elles ne trouvaient pas leur place dans un dictionnaire. Et donc, on a commencé à se dire, mais tiens, à quoi ça fait référence ce changement dans l'étiquette ? À quoi ça fait référence ce nom propre sur l'étiquette de composition ? Je ne sais pas, chez Margiela, il y a un nom propre qui n'est pas Margiela sur l'étiquette de composition, qui est cette personne, qui est cette entreprise. Donc on a commencé à diguer, à fouiller l'internet, à lire un maximum de livres qu'on pouvait pour essayer de retrouver ces informations. Et on découvrait petit à petit en fait l'histoire des coulisses de la maison, qui sont des histoires qui ne sont pas racontées de manière générale dans les documentaires ou même dans les livres d'histoire de la mode, parce que c'est vrai que souvent on s'attache à raconter plutôt l'histoire de la personnalité du designer, souvent de la personnalité d'ailleurs du fondateur, et moins des personnes qui vont suivre à la direction artistique. Et souvent des plus grandes créations ou des plus grands défilés. Enfin, en fait, on fait souvent une histoire de ce qu'il y a eu de mieux. Et rarement, on va s'intéresser du coup à tout ce processus qui fait que ces collections et ces pièces fabuleuses ou les pièces moins fabuleuses existent. Et donc, via l'étiquette, on a pu mettre un peu la main sur ces informations qui nous expliquent comment est-ce qu'on crée un vêtement, en fait, comment est-ce qu'on le produit, comment est-ce qu'on le commercialise, et qui sont du coup les personnes qui ont cette expertise et qui pratiquent ce métier et qui ont tout à leur échelle un impact incroyable sur la collection et puis sa viabilité derrière dans le temps. Et donc c'est pour ça qu'on en est venu à créer ce projet de revue dont je parlais au début, qui est donc une revue qui mêle notre projet un peu nerd de dictionnaire, donc il y aurait toujours des chronologies d'étiquettes, mais la revue, ça nous permettait aussi une certaine liberté pour raconter aussi toutes ces histoires qu'on a découvertes. Et de montrer en fait que l'étiquette, aussi fou que ça puisse paraître, c'est un véritable support de récit. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as un exemple d'histoire qui n'est pas l'histoire avec un grand H que tu aurais découvert grâce à une étiquette ? Ouais, dans le premier numéro, on a donné vraiment une place centrale à la maison Margiela. En regardant les étiquettes de composition, il y avait des noms propres italiens, donc Fuzzi, Miss Deana ou Denis Claire, qui étaient des gens dont on n'avait jamais entendu parler. Et qu'on s'est demandé qui c'était. Et en fouillant un peu, en posant aussi des questions à des personnes qui avaient anciennement travaillé dans la maison dans les années 90, on a compris que c'était des usines en Italie. Donc, on a réussi à obtenir leur numéro de téléphone. Et en fait, je me suis retrouvée au téléphone avec des femmes de 75 à 85 ans, qui donc étaient à la tête de ces usines dans les années 70 à 90, voire même 2000 pour l'une d'entre elles. En fait, elles avaient comme métier de
réaliser les prototypes pour les studios des plus grandes maisons de prêt-à-porter de luxe européennes. Les prototypes d'étiquettes ou les prototypes de vêtements ? Vêtements. Donc en fait, Martin Margiela arrivait avec son concept, ses idées, des dessins. Et en fait, c'est elle qui le transmettait en vêtements commercialisables. D'accord. Donc en fait, elle passait de l'idée du croquis à la couture, quoi. Comment est-ce qu'on rend ça possible, et aussi comment est-ce qu'on en fait un vêtement de prêt-à-porter diffusé en grande quantité. Et elles orientent aussi les idées en disant c'est possible de le faire, mais pas comme tu pensais, c'est possible de le faire plutôt comme ça, ou je te recommande de le faire comme ci. Et donc en réalité, ces personnes ont un impact monumental sur le résultat. Et donc ce qui défile, c'est certes l'idée du studio, certes l'idée du directeur artistique, mais c'est aussi le savoir-faire de ces personnes. Et elles nous ont toutes les deux dit, on peut avoir un très bon styliste, s'il a un mauvais fournisseur, sa collection sera mauvaise. Par contre, un styliste pas super, mais de très bons fournisseurs, au moins la collection sera bien parce qu'elle sera bien faite, en fait. Et donc ces femmes qui ont, du coup, à travers cette citation, on sent quand même une vraie fierté et une vraie conscience de l'impact et la valeur de leur travail. Elles n'ont jamais été mises en avant dans toute l'histoire, en l'occurrence de cette maison-là, sur le devant de la scène, remerciées publiquement ou quoi que ce soit. Non, jamais. Mais de manière générale, les fournisseurs sont très peu mentionnés, sauf dans le luxe, quand on parle des métiers d'art, comme de le sage, les brodeurs, les plumassiers, etc. Souvent, on va célébrer ce qu'on pense comme être, enfin, ce que sont les métiers d'art, mais très rarement les métiers de l'industrie. Alors qu'il y a déjà une vraie expertise en savoir-faire. Et souvent, on pense que les maisons nous cachent un peu les choses parce qu'elles sont pas belles. Façon Zola et les Rougon-Macquart, comme nous a dit un fournisseur. Mais en réalité, c'est des très belles usines avec un savoir-faire qui n'a rien à envier à la haute couture pour certaines personnes, et une vraie fierté aussi de se dire que, en fait, elles ont gardé des prototypes de toutes les collections qu'elles ont produites, parce que c'est aussi leur travail à elles, ce qui défile à Paris. Et c'était aussi... du coup, assez émouvant, parce qu'elles avaient une vraie reconnaissance envers notre démarche, de dire, mais c'est vrai elles ont des connaissances sur le déroulé créatif, comment c'est penser une collection. En plus, c'est les informations qui intéressent beaucoup les gens qui créent des documentaires, qui intéressent beaucoup les gens qui écrivent des livres, mais c'est rarement à elles qu'on pense pour aller poser ces questions-là. Et nous, on a découvert des choses incroyables, en fait, des secrets de réalisation que les fans de Margiela ont tous envie d'entendre, en fait, parce qu'elles étaient là à la création de pièces phares, et elles nous expliquent comment ça s'est fait. Donc je pense qu'elles ont un savoir-faire qui intéresse forcément le domaine de l'histoire de la mode, et je pense qu'il faut développer un peu plus cette approche d'aller aussi questionner toutes les personnes de la chaîne de production, en fait. Je vois bien la valeur que l'histoire a pour toi dans le cadre de Griffé. Tu parlais de Margiela, mais tu travailles aussi pour d'autres maisons de mode. Est-ce que tu peux nous dire la place du storytelling et de l'histoire pour ces maisons de mode avec qui tu as peut-être déjà travaillé, toi, en tant qu'historienne de la mode, ou dans le cadre de Griffé ? L'utilité de mon travail en tant qu'archiviste, notamment quand je travaille comme consultante pour les maisons, c'est de pouvoir mettre à disposition des différents services actuels, et notamment des stylistes actuels de la maison, des pièces qui racontent l'histoire et qui donnent un peu aussi une idée de l'identité de la maison. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le système de la mode, quand un designer qui a fondé sa maison s'en va, meurt, s'arrête, pour je ne sais quelle raison, on ne va pas forcément fermer sa maison si elle est rentable. On va faire perdurer ce nom. Donc, on prend l'exemple très simple de Chanel, par exemple. Gabrielle Chanel, ça fait des années qu'elle ne travaille plus à la tête de la maison et qu'elle est décédée. Mais pour autant, la maison perdure. Mais parce que comme elle était rentable, on n'a pas voulu arrêter une affaire aussi belle. Donc, le système de la mode fonctionne avec ce qu'on appelle aujourd'hui les directeurs et directrices artistiques. Donc, c'est des personnes qui ne sont pas les fondateurs, qui n'ont pas le nom du fondateur ou de la fondatrice, et qui pour autant vont venir faire perdurer le style de la maison. Et en même temps, il y a une espèce d'équilibre à trouver entre leur identité propre, qui a fait qu'en plus, souvent,
On les a repérés et on a eu envie de leur proposer la direction artistique parce qu'ils avaient un univers intéressant, qui fonctionnait bien, etc. Donc il y a un équilibre à trouver entre leur identité et l'image de la maison depuis sa création. Et les archives, aujourd'hui, elles servent énormément à ça, parce que la plupart des grandes maisons qu'on connaît, aujourd'hui, leurs fondateurs, ils sont plus à la tête de la maison, pour X raisons. Et ils ont besoin de créer du lien, en fait. Et puis surtout, aujourd'hui, les directeurs et directrices artistiques se succèdent parfois... 3 ans après avoir commencé à travailler, ils s'en vont, ils vont ailleurs, ils changent de maison. Des directeurs artistiques et directrices artistiques qui ont travaillé pour 5 maisons de luxe différentes, à chaque fois devoir essayer de se réimprégner de l'image de la maison. Donc le principe des archives, c'est vraiment d'essayer de fournir en fait les documents qui vont un peu accompagner les stylistes dans la création des collections, essayer de trouver les codes de la maison. Est-ce que c'est un type de coupe, un type d'imprimé, un style particulier, un type d'accessoire, et aussi les accompagner, moi, en leur disant voilà, quelles sont vos envies sur cette collection, qu'est-ce qu'on peut aussi retrouver dans les archives, peut-être orienter de temps en temps aussi les choix, et potentiellement travailler aussi avec les pôles du marketing qui vont vouloir aussi communiquer sur l'histoire de la maison, raconter comment cette collection s'est créée en lien avec les archives. Est-ce que c'est une réédition d'une archive qui avait fait le buzz à telle décennie de la maison, etc. Donc en fait, on se retrouve à utiliser ces archives, même parfois avec les ressources humaines en interne, pour former le personnel à l'histoire de la maison dans laquelle ils viennent travailler. Ouais, c'est un peu l'objectif principal des archives dans les maisons de mode aujourd'hui. Tu parles de vintage. Aujourd'hui, quand on entend parler de vintage, on entend souvent parler de seconde main. On voit de plus en plus de plateformes sur lesquelles s'échangent des sacs comme par exemple Chanel ou Margiela ou Saint-Laurent. Aujourd'hui, les marques, comment elles abordent ça ? Est-ce que parfois elles essayent d'acheter certaines de ces pièces pour justement les intégrer à leurs archives, ou est-ce que c'est quelque chose qui est totalement indépendant ? Quand je travaille pour certaines archives, je fais ce travail pour ces archives de garder toujours un œil sur le marché du vintage pour potentiellement racheter des pièces pour enrichir le fond des archives. Les maisons achètent énormément de vintage. Pour chaque collection, il y a un budget alloué à l'achat de pièces vintage pour les inspirations. Et potentiellement des inspirations qui sont utilisées de d'autres maisons aussi. Et donc moi, je garde toujours un œil, même sur les ventes aux enchères, potentiellement, de pièces vraiment iconiques et qu'il faudrait absolument avoir dans le fond. En fait, le fond d'archives, il est jamais complètement... il est jamais fini, il est toujours en construction. Il y a des choses... Parfois, il y avait beaucoup de choses sur place quand le fond d'archives s'est construit. Et donc, c'est super, on a pu commencer à construire quelque chose de conséquent. Mais parfois, il y avait très peu de choses. Donc, il y a certaines archives qui se sont construites en achetant uniquement. Clairement, les maisons ont toujours un œil sur ce qui se fait sur le marché de la seconde main. Et inversement, je pense que le marché de la seconde main a beaucoup à apporter. Et je pense que ça, les marques l'ont bien compris. On va dire à l'image d'une maison aujourd'hui. Et je pense que ça se voit pour beaucoup de maisons, parce que je trouve que le buzz sur la seconde main, et même sur la seconde main luxe, ou sur le vintage luxe, a remis au jour et à la mode des maisons qui étaient plus du tout d'actualité, ou qui avaient parfois une image un peu décalée et démodée. Et là, je trouve que notamment, ça se voit énormément avec le boom des années 2000. Là, des pièces vintage de chez Versace, ça peut se vendre 2 à 3 fois plus cher qu'il y a quelques années, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment tendance. C'est des pièces qui sont ultra recherchées. En plus, l'avantage avec le vintage des années 2000, 90-2000, c'est qu'il est hyper documenté, parce que déjà, il y avait la photographie de mode qui s'était beaucoup développée, et que les sites internet se sont développés aussi à cette période-là, et qu'il y a répertorié sur Vogue Runway et autres des photos de chaque silhouette, de chaque défilé. On n'en loupe pas une, en fait. Donc, si on a une pièce qu'on veut dater, et je trouve que ça donne toujours aussi une valeur en plus à l'achat, quand on aime bien en plus acheter des pièces de designer, de retrouver la photo du défilé de l'époque, ou une cover de magazine avec cette pièce qui est portée, ça va tout de suite un peu plus donner de valeur à la pièce. Et ça a permis de remettre je pense notamment à une maison comme Courrèges, qui a eu beaucoup de mal à se remettre sur pied ces dernières années,
et qui là en fait a juste complètement tablé sur des sortes de rééditions de ses vêtements les plus iconiques. Et c'est intéressant parce que souvent en seconde main, ce qui est très recherché, c'est ces fameuses pièces blousons en toile cirée, vinyle, très futuriste des années 60, qui était une pièce iconique de chez Courrèges, et en fait ils en rééditent aujourd'hui. Donc en fait sur le marché de la seconde main, tu sais pas si tu as affaire à une pièce des années 70 ou à une pièce des années 2000. Et ça, je pense que la Maison Courrèges joue aussi beaucoup là-dessus. Donc l'idée de ce retour à la mode, de cette mode futuriste, je pense que des maisons comme Versace aussi aujourd'hui vont pouvoir beaucoup tabler sur le fait que leurs pièces vintage soient ultra recherchées, donc potentiellement leurs pièces neuves aussi. Et je pense que ça attire l'attention sur les prochains défilés. Les deux s'alimentent l'un et l'autre en fait. Et est-ce que tu penses que dans le secteur de la mode, le fait que justement une pièce soit vraiment vintage, dans le sens où ça n'est pas une réédition, c'est une originale, donc elle a été portée à l'époque par une personne qui peut-être avait un métier qui n'existe plus aujourd'hui, ou travaillait dans un endroit qui a été détruit, ou quelque chose comme ça, le fait qu'elle soit porteuse d'une histoire, est-ce que toi, en tant que spécialiste de la mode et du vintage, tu as pu observer que c'était quelque chose qui était mis en avant par certaines maisons ou pas du tout encore ? Ça l'est quand ça a été porté par des célébrités ou en tout cas des personnalités publiques. Ça fait partie des recherches qu'on fait souvent au sein des archives. Au-delà de collecter les pièces pour les rendre accessibles au personnel de la maison, on s'occupe aussi du coup de faire des recherches sur ce qu'on a et essayer de comprendre. En fait, avoir un vêtement, c'est génial, mais quand on comprend de quelle année il date, c'est encore mieux. Quand on comprend où est-ce qu'il a défilé, quelle est l'inspiration potentiellement artistique derrière, je ne sais pas s'il y a un tableau qui a inspiré tel motif, c'est mieux. En fait, l'idée, c'est d'enrichir chaque pièce d'un récit supplémentaire et entre autres récits, souvent qui a acheté, qui a porté, quel top modèle l'a porté pour telle série photographiée du Vogue US ou je sais pas quoi. Tout ça, ça va donner tout de suite beaucoup plus de valeur et souvent, dans les expositions, c'est ces pièces-là qui sont plus recherchées. Parfois, les archives prennent un peu le rôle du musée et vont prêter des pièces pour des expositions temporaires. Ça arrive. Et les pièces qui sont demandées, c'est les pièces les plus phares et souvent les pièces les plus phares, c'est du design, mais c'est aussi qui a porté ce vêtement. Plus on a de documentation sur un vêtement, plus il a de valeur et plus les gens ont envie de le voir, en fait. Pour terminer cet épisode, est-ce que je peux te demander, toi, est-ce que tu te sépares de certains de tes vêtements ou de certains de tes objets ? Oui, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Je suis pas du genre à... Mais je disais tout à l'heure, mes vêtements, je les ai pour qu'ils soient portés. Et si je les porte plus, je les remets dans le circuit. Comment ? En les déposant dans des Emmaüs. Si c'est pas réutilisable, je les recycle dans les bennes. Ou je les donne à des amis, ça dépend. J'ai pas trop le temps de faire du vintage, ce genre de choses. Ça me fatigue d'attendre. Quand j'ai envie que ça parte, faut que ça parte. Ce que j'aime faire, c'est me dire, tiens, ça, je sais que je vais pas le mettre chez Emmaüs parce que je sais que c'est pour telle copine ou tel copain. C'est sûr, c'est fait pour eux, quoi. Génial. En tout cas, bravo de donner tes vêtements à Emmaüs plutôt que de les revendre sur des plateformes. C'est une très belle façon de donner une seconde vie, enfin du coup dans ton cas une troisième ou une quatrième vie à des vêtements. Merci beaucoup Salomé d'être venue partager avec moi toutes ces histoires de maisons de luxe, moins luxe, de ton histoire personnelle et de ta passion. Je te souhaite plein de réussite dans votre projet avec Julien Griffé, qui est du coup actuellement en précommande, qui sera en librairie quand l'épisode sortira. À partir potentiellement du mois d'octobre 2022. Pour le premier numéro. Et on travaille déjà aussi sur le second numéro qui sera certainement apparaître en 2023. To be confirmed. Génial. Et plein de réussite dans ce projet et à très bientôt. Merci Colline. Mémorable est un podcast imaginé par Encore Project, la plateforme qui redonne de la valeur émotionnelle aux objets d'occasion en racontant leur histoire. Il a été produit et réalisé par Prism, un studio de création lui aussi extraordinaire.